Ah, d'habitude, ça dit recording in progress. Puis là, ça l'a pas dit, fait que j'ai eu l'air d'attendre. Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Il est presque 4 heures. Je me connecte pour un petit bout de temps, 20 minutes ou plus ou moins, je sais pas. Puis j'ai remarqué récemment dans mes posts que Zoom, ils avaient rapetissé mon nom, hein. Alors, dans le coin en bas, il apparaissait mon nom qui était quand même assez visible. Puis là, j'ai remarqué que sur les nouveaux, ça apparaît plus. Mais moi, j'ai changé rien là-dedans, là. Fait que, ils ont changé eux autres mêmes ces choses-là pour que j'imagine, ben, mon nom soit invisible. Mais pourquoi? Bon, on peut se poser des questions là-dessus. J'étais en train d'écouter Mathieu Bock-Côté à Rémi Villemur. Rémi Villemur, c'est pas mon préféré. Moi, je suis une fille qui est vraiment, comment je pourrais dire, c'est comme un potentiel d'action dans le cerveau. C'est comme ça clique ou ça clique pas. Mais c'est pas que ça clique pas dans le sens que je l'aime pas. C'est plus que il m'a pas genre, OK, wow, lui, je l'aime. Tu sais, lui, il existe, puis il est correct. Puis c'est correct aussi, on peut pas être fasciné par tout le monde puis aimer tout le monde. Mais Mathieu Bock-Côté, par exemple, c'est une personne que je trouve vraiment exceptionnelle puis extraordinaire. Puis, il parlait de son père à la fin, là, tu sais, c'est ça que je viens d'écouter, là, puis il disait que son père, ça sonne au téléphone. Moi, ça sonne jamais au téléphone. Je sais pas si je peux faire pause là-dessus, hein. Je peux pas faire pause là-dessus, hein. Je vais répondre. Non, je répondrai pas. Ils ont pas d'affaire à me déranger. C'est juste qu'il faut que j'attende qu'il y ait un message qui embarque sur le téléphone. Je sais pas c'est qui m'appelle. Ils font exprès de m'appeler pendant que je suis occupée. Bon, ok, c'est fini. C'est un numéro que je connais pas. Maintenant, il faut qu'ils laissent des messages, les gens, s'ils veulent me parler. On n'est pas esclave de nos appareils téléphoniques, là. À un moment donné, je veux dire, ça sonne, on répond, puis ça arrête de sonner, puis on prend le message plus tard. C'est tout. Fait que c'est ça, Mathieu Côté qui parlait de son père, puis il disait que c'était un homme qui avait beaucoup d'énergie. En fait, c'est ça que j'avais envie de dire de lui. C'est un homme qui a tellement une agilité intellectuelle, puis une énergie intellectuelle incroyable, Mathieu Côté. Je l'aime beaucoup. Puis il disait à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire des sottises. Mais c'est ça, la plupart du temps, pas tout le temps, mais c'est un être humain comme tout le monde. Il dit des choses intelligentes, puis des fois des choses moins. Je suis moins d'accord avec lui. Je suis pas en fait tout le temps d'accord avec lui du tout, ou loin de là, mais j'aime sa personnalité. Tu sais, j'aime qui il est. J'aimerais bien aller dîner avec, là, tu sais, que ça soit mon ami, ce gars-là. C'est un gars que avec qui j'aimerais être ami. Je trouve qu'il est très intéressant. Il est très, très, très intéressant comme personne. Puis je vous disais la semaine passée que, que j'aimais, ou je sais pas, les derniers jours, que j'aimais aussi beaucoup Catherine Dorion, là. Puis ces deux personnes, en fait, qui ont des points de vue diamétralement opposés, mais j'aimerais avoir un pays avec ces personnes-là, tu sais, avec ces deux personnes-là, dedans, avec des points de vue contraires. Même s'ils sont pas d'accord, puis sont très, très, très différents l'un de l'autre, je les apprécie autant pour des qualités similaires. Catherine Dorion est moins dans sa tête, est plus dans son cœur, mais elle a tout autant une intelligence vive, tu sais. Mais ça s'exprime plus dans la mobilisation. Mathieu Bocoté, il est plus dans l'analyse, dans la réflexion vraiment critique, mais c'est que j'apprends beaucoup de choses, en fait, quand je l'écoute. Puis j'apprends d'une manière qui est pas ennuyeuse. C'est un gars qui est vraiment le fun à écouter, puis qui peut être enlightening sur bien des choses. Puis quand tu l'écoutes, t'as pas l'impression que t'écoutes quelqu'un qui pense la même affaire que l'autre à côté, là. Il y a rien qui me répugne plus que ça, là, tu sais. Je vous parle souvent aussi de Denis Gravel. Pourquoi? Parce que Denis Gravel, c'est un gars qui a sa propre pensée, qui a sa propre analyse des choses. Puis quand il parle, c'est pas d'une conformité au groupe. Même si ça reste qu'il y a tout le temps un peu une conformité au groupe. Je sais pas pourquoi dans leur vidéo, là, il y avait ces gestes-là un peu parfois conformistes que j'ai plus ou moins aimés. Mais à part de ça, j'ai quand même apprécié la conversation. Puis, il y avait des petites choses que j'avais envie de partager, là, parce que j'avais dit que je vous parlerais des choses plus personnelles, mais ça me tente pas tant, finalement. Hier, j'étais pour vous partager des choses, puis on dirait que non, c'est pas ça, genre, ça me tente pas, puis je vais y aller au jour le jour, selon le mood, ce que j'ai envie de vous parler.
J'ai lu des trucs, puis j'ai envie de vous partager des trucs que j'ai lus dans les journaux, mais c'est à cause que je veux que ça soit sans pression. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux que si un jour ça me tente pas de lire les journaux parce que j'ai besoin d'un break, je les lis pas. Je veux pas me sentir tenue. Je veux pas me sentir tenue de faire quelque chose à tout prix. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis des fois, je trouve ça fait bien de prendre un break de l'actualité de temps en temps parce que tout ce qui est trop routinier ou trop répétitif, à un moment donné, des fois, les habitudes, j'aime pas ça. Je trouve que tout le temps manger la même nourriture, à un moment donné, ça devient redondant. Faut se nourrir de différentes choses. C'est un peu ça l'histoire. Faut avoir un menu varié. C'est un peu dans cette optique-là que des fois, c'est comme, OK, c'est bien beau lire le quotidien puis le devoir à tous les jours, mais là, à un moment donné, genre, je passe à d'autres choses, là. Puis, là, c'est ça, aujourd'hui, j'ai écouté une table ronde sur la médication psychiatrique pour mon cours, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y avait trois intervenants, en fait. Mais ce que je vais vous parler de ça, puis je reviendrai à l'affaire de Mathieu Bock-Côté après, c'est pas grave, là, je suis pas un ordre du jour, justement, là. J'en ai marre des fois de la structure traditionnelle. Quitte à me faire dire que je suis désorganisée, là. Ça n'a pas rapport que je suis désorganisée, ça a rapport que c'est ça que ça me tente de faire demain. C'est ça que ça a rapport. Puis, c'est ça, j'écoutais cette table ronde-là, d'ailleurs, pour laquelle je dois faire un résumé de 800 mots, là, puis j'ai juste pris des notes tout le long parce que j'ai mis mon écran, je l'ai séparé en deux, j'ai mis le vidéo d'un côté puis mon Word de l'autre côté, fait que je tapais au fur et à mesure, ce qui faisait en sorte que j'ai pas près tout pris en note ce qui s'est dit quasiment, là. Puis il y avait j'ai comme 2300 mots, là, fait qu'il va falloir que je résume, mais c'était très intéressant. C'était un psychiatre qui est aussi prof d'université. Il y avait un père aidant qui est intervenant dans un institut en santé mentale. Il y avait une pharmacienne, puis il y avait la travailleuse sociale. Puis je l'ai tellement beaucoup aimé, la travailleuse sociale, le genre d'amour, là. J'ai trouvé tellement intelligente, tellement humaine, tellement sensée, tellement sensible. Des fois, tu tombes sur des travailleurs sociaux qui sont vraiment hot dans la vie, là, tu sais, qui ont compris comment ça marche le monde, puis qui ont une sagesse. C'était comme un peu, là, tu sais, une sage-femme. Tu sais, j'ai l'image qu'on a d'une sage-femme, mettons, là, qui accouche un enfant. C'était un peu ça, là, une sagesse autochtone, une sagesse ancestrale, une connaissance de l'âme humaine, un doigté à communiquer avec le psychiatre pour lui dire à certains moments que non, tu sais, des fois, elle était en réaction par rapport à, ben, pas elle personnellement, mais que des fois, parce qu'ils présentaient chacun leur rôle auprès des patients. Puis elle disait que ben, souvent leur rôle, c'était dans le fond d'être en réaction tu sais, par rapport à l'approche biomédicale finalement. Puis que des fois, les travailleurs sociaux n'étaient pas toujours d'accord avec les médecins. Puis elle expliquait pourquoi. Tu sais, elle parlait de plusieurs arguments dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais elle donnait beaucoup d'arguments. Mais en tout cas, j'ai trouvé très intelligente puis très sensée. J'ai beaucoup aimé. Puis c'est ça, pour en venir à Mathieu Bock-Côté, ben c'est ça. Je trouve qu'il est très, très, très intéressant puis très enrichissant. Tu sais, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose. Mais comme n'importe quoi, je veux dire, j'écouterais pas Mathieu Bock-Côté 8 heures par jour, 5 jours par semaine, parce que ça serait trop intellectuel. À un moment donné, j'aurais besoin de faire autre chose. Mais il y a une chose que je voulais dire, puis c'est vraiment par amitié que je veux dire ça à Mathieu Bock-Côté. Puis en même temps, je reconnais que j'ai un peu les mêmes symptômes, là. Je trouve il y a peut-être un petit peu comme moi dans le bon point, là. Puis ça a l'air à l'affecter dans sa façon de parler, là. Il a l'air d'avoir un peu de misère à digérer, un peu de misère à... Il parlait de la souffrance à un moment donné, puis je me disais, il a l'air un peu souffrant, entre guillemets, à nier un peu, peut-être qu'il est passé dans son corps, puis c'est ça, je trouvais que sa santé... tu sais, elle m'inquiétait un peu là, au niveau digestif, la respiration. Des fois, il avait de la misère à prendre son souffle, tout ça. Puis ça m'arrive aussi, là. Tu sais, c'est pas un jugement que je porte sur lui. Bien au contraire, là, tu sais, je me sentais comme concernée. Je me disais, je pense que j'ai l'air de ça aussi quand je parle. Mais souvent, je viens à bout de souffle, puis j'ai de la misère. Fait que j'avais comme le goût de lancer un défi à Mathieu Bock-Côté, genre, parce que moi, j'étais supposée perdre du poids. Puis j'avais commencé à perdre du poids. J'avais pris 20 livres, perdu 20 livres. Puis je les ai quasiment toutes repris. D'ailleurs, ça se voit dans mon personnage de Bobo, parce que Bobo, genre, à l'hiver, il était pas mal plus mince, là. Je le trouvais beau, je me trouvais belle en bobo, mais c'est à cause que j'avais maigri beaucoup. Puis là, ben, j'ai repris pas mal tout mon poids. Fait que bobo, il est pas mal joufflu. Puis, puis c'est ça, c'est au niveau de la santé, c'est pas au niveau de l'apparence, là. Parce que je m'en fous un peu, en fait, de l'apparence, là. J'ai eu des commentaires indirects là-dessus, là, récemment, là, puis je m'en fous pas mal de ce que les gens pensent de moi.
Justement, il y a des facteurs psychosociaux, un qui fait que quelqu'un est gros. Moi, j'étais à un moment dans ma vie que j'étais responsable de tout, puis j'étais coupable de tout, puis c'était moi qui étais toute, tu sais. Mais je suis plus dans cette optique-là, pas du tout, là. Genre, il y a bien des choses que je fais, puis que j'ai essayé de faire, puis il y a bien des choses que j'ai voulu faire, puis que mon environnement me permet pas de faire nécessairement. Donc, il y a un point à un moment donné où c'est un embonpoint social que j'ai, là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est pas. Tu sais, oui, j'ai essayé de faire des affaires pour en perdre du poids, mais il y a comme des facteurs psychosociaux, là, qui sont loin de mes facteurs bio, personnels, mes caractéristiques personnelles. Fait que je veux pas prendre excuse, mais je me dis que on dirait que ça me motiverait, genre, de perdre. Faudrait que je reperde le 20 livres que j'ai pris cet été. Juillet, août, c'est un bon moment pour perdre du poids parce qu'on a moins faim, on mange moins. Tu sais, mais là, comme j'ai mangé des petits popsicles là, au chocolat avec des noix, là, j'en ai mangé comme 4 aujourd'hui déjà. Là. Ben, tu sais, je pense que j'ai acheté mon truc, il y en avait 10 ou 8 hier. Il m'en reste plus, là, tu sais. Ou avant hier. En tout cas, j'ai mangé ça en 2, 3 jours, là. Fait que l'été, je mange beaucoup, beaucoup de crème glacée, puis je pense que ça fait énormément, mais énormément engraissé, là. Mais c'est ça, le poids, c'est depuis 3 ans. Depuis que je suis sortie de la rue, dans le fond. Il y a un peu ça aussi, là. Moi, quand j'étais dans la rue, j'étais quand même. Je veux pas dire que j'étais heureuse. J'étais pas heureuse, mais j'étais libre. Que j'étais libre de bien des choses dont je suis pas libre en ce moment. Tu sais. J'étais libre. Et là, ben, à un moment donné, je me suis fait enfermer contre mon gré. Plus d'une fois. Et ben, c'est ça. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai de l'embonpoint. Puis, à plusieurs reprises, j'ai essayé de faire du sport, mais comme je vous dis, à un moment donné, j'essayais de faire des machines, puis je me suis mis à avoir des espèces de tendinites, puis il me fait encore mal, mon bras gauche, mon bras droit aussi. Mais il a commencé quand j'ai arrêté une semaine, genre, puis ça m'a tombé dans les épaules. Puis là, je serais même plus capable de lever des poids. Puis j'ai un genou qui est blessé, j'ai un ligament croisé antérieur déchiré complètement. Fait que je peux pas courir, tu sais. Puis moi, mes sports que j'aimais, c'était la danse puis la course. Fait que là, je m'étais forcée, genre, pour aller m'entraîner au gym. C'était pas ce qui me faisait le plus triper au fond, mais je le faisais, tu sais, dans une routine. C'était pas tant pour le sport que pour dire, tu sais, je fais une activité physique à chaque 2 jours. Puis c'est ça, j'avais réussi quand même à perdre 20 livres, mais là, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je marche. Faudrait que je marche. C'est un peu la seule chose que je vois en ce moment parce que c'est ça, tout est cher, tout est compliqué, j'ai des blessures. Fait qu'il y a juste la marche, en fait, que tu pourrais faire. Puis c'est ça, là, j'ai perdu la motivation pour ça, mais quand je vois Mathieu Bock-Côté, que j'aime tellement, il fait partie de mes 10 personnes favorites au Québec en ce moment, là, tu sais, même peut-être dans le monde. Puis je pensais justement aussi que, comme plusieurs autres personnes, là, il est en Europe, puis on le voit en Europe. D'ailleurs, à un moment donné, en tout cas, je veux pas faire trop du coq à l'âne, mais il est en Europe, puis je pensais à l'importance de se connecter à nos racines, justement, si les gens veulent faire un pays. Tu sais, je parle pas moi personnellement, moi, je sais pas si je vais. En tout cas, c'est une autre histoire, mais tu sais, la mère patrie, c'était son père encore qui parlait de la mère patrie. La mère patrie, bah, c'est ça, c'est bien de se connecter à elle puis de reconnecter à nos racines. Tu sais, au début de la conversation, il disait que les gens, ils fumaient encore dehors sur les terrasses, puis même dans certains bars en dedans. Puis là, j'ai pas trop aimé ça, là, mais il disait, est-ce que la France tient plus à des choses qu'au Québec? Puis j'étais comme moi, mais il faut choisir ses combats, à un moment donné, tenir à fumer. Genre, je vois pas la grande gloire de tenir à ça, là. Mais il y a quand même un certain côté rebelle à ça, à la cigarette, fumer, ça fait rebelle. Bon, alors, je sais pas trop quoi penser de ça, là, mais ça va plus loin que ça, quand même, nos racines françaises, hein, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté rebelle qu'on peut avoir, puis je pense que si on se connecte à la France plus, ben, ça fait en sorte, justement, qu'on est plus dans ce débat-là intellectuel. Débat d'idées. Moi, je connais rien à la politique française, là. Ce que je connais de l'Europe, en fait, c'est ce que j'ai vu quand je suis allée en 2025. En 2025, je devais y aller en fait pour une formation sur l'énéagramme. D'ailleurs, à un moment donné, je vais vous en parler de l'énéagramme parce que j'aime bien ça. Puis, ben, j'ai bien aimé ça. Ça a été important pour moi. Puis, ça fait partie des choses que j'ai intégrées dans ma compréhension du monde, dans ma vision du monde. Ben, quand je parle d'intégrer, je veux dire, j'ai étudié ça en profondeur pendant 10 ans, là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a quand même structuré ma compréhension de la personnalité humaine, là. Mais c'est ça, il y avait des gens là-bas, là, que je devais voir pour avoir une formation pendant 1 an. Puis, finalement, avec mon conjoint, ben, on s'était séparés. Puis là, on avait repris ensemble. Fait que ça devenait un peu plus compliqué pour moi de partir pendant 1 an. Fait qu'on a transformé un peu le voyage pour aller, comme passer du temps en Europe, voyager.
C'est un regret que j'ai d'une certaine façon parce que j'ai beaucoup aimé mon voyage en Europe, mais comment je pourrais vous dire, investir dans un couple qui dure pas, c'est un peu décevant. On peut pas le savoir quand on est là, mais on se dit, ça marchera pas finalement avec cette personne-là. Puis, dans le fond, je perds mon temps, je perds mon argent en passant 6 mois avec elle en Europe, en faisant pas ce que j'avais pensé faire, qui aurait fait en sorte que je serais peut-être plus qui j'avais envie d'être aujourd'hui, là, tu sais. Ça m'aurait peut-être mené à bien des endroits. J'ai pris plusieurs mauvaises décisions dans ma vie, là. On parle des facteurs psychosociaux, mais il y a des facteurs psychos, là. Tu sais, j'ai pris des mauvaises décisions à plusieurs égards dans ma vie. J'ai manqué de courage. J'ai manqué beaucoup de courage, de confiance en moi, d'audace, ces choses-là. Puis, c'est ça, mais j'ai été là pendant 6 mois, 2025, pendant le référendum sur l'Union européenne. Puis c'était quand même vraiment intéressant la politique. Mais je me rappelle que j'écoutais la télé française, puis je trouvais ça vraiment intéressant, là. Tu sais, j'étais là, hey, ils débattent donc bien pour de vrai, ces gens-là. Puis ils ont donc même plus de diversité de points de vue. Justement, il y avait l'extrême gauche, l'extrême droite. On n'avait pas ça au Québec, là. Tu sais, on n'avait pas QS dans ce temps-là. On n'avait pas le Parti conservateur. On n'avait pas une variété. Tu sais, on a reconnecté, je pense, un peu à cette diversité intellectuelle-là qui est bien aussi, mais qui divise un peu en même temps d'une certaine manière. Parce que, tu sais, tantôt dans l'émission, il parlait à un moment donné de la popularité. Il disait, je sais pas si c'est Mathieu Bock-Côté ou Rémi Villeneuve, je pense que c'est Mathieu Bock qui le disait, là. Mais il disait que ben, QS était moins populaire que le PQ. Mais pour moi, QS est une aile du PQ. C'est pas nécessairement. Je veux dire, c'est pas un parti qui peut vivre de façon autonome. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il est pas complet, ce parti-là. Dans la vie, mettons, tu penses, un être humain, il est juste constitué de ces caractéristiques-là. Il survivra pas dans la vie, là. Il est appelé à mourir, ce parti-là. Tu sais, il peut pas survivre. Il peut survivre, mais il survit par opposition à l'extrême droite. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent, là. C'est pas l'extrême droite, mais à la droite, même pas l'ultra-droite, mais à la droite, puis par affinité avec un parti centre-gauche, là. Bon, les gens, ils parlent du PQ qui a fait un virage à droite. En tout cas, il y a des choses à réfléchir puis à dire là-dessus, mais c'est ça, j'ai quand même un désir j'ai quand même un désir de l'Europe, de l'Europe francophone en ce moment. Il y a eu un moment, je voulais apprendre l'italien, aller vivre en Italie, puis ça me tenait vraiment à cœur, mais c'est comme si le train de ça, il a passé, puis je l'ai manqué aussi. Puis j'ai manqué mon apprentissage de l'italien, là, tu sais. En tout cas, puis ça m'intéresse plus vraiment. Pas parce que ça m'intéresse plus, mais parce que je vois plus d'avenir à parler italien. Je me vois pas aller passer un an en Italie comme avant, là, tu sais. Je voulais passer un an en Italie, je voulais passer un an dans un pays scandinave aussi. Je voulais apprendre une langue scandinave, mais de zéro, sans formation préalable, là, comme me jeter là puis apprendre la langue directe, tu sais. Mais c'est ça, j'ai plus la bosse des langues comme je l'avais à 30 ans, là. Je l'ai plus, la base des langues. Je parle 3 langues. Bon, c'est pas génial, je voulais en parler 5, mais j'en parle 3. C'est quand même mieux que rien. J'aimerais ça peut-être apprendre une langue autochtone, me familiariser un peu. Tu sais, des fois, je regarde des choses en lien avec les langues. Mais c'est ça, j'ai plus soif d'Europe francophone. J'ai comme fait plus un retour à l'identité francophone. Tout ça, des fois, c'est conjoncturel, hein. C'est ça, c'est pas juste psycho, c'est pas juste individuel, c'est structurel, c'est social aussi. Pourquoi? Parce que j'étais à Toronto, puis là, je suis revenue ici presque avec un coup de pied dans le cul, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, ben, quand tu reviens chez vous avec ton coup de pied dans le cul, ben, tu te dis, ben, ça augmente un peu mon appartenance puis mon affinité avec mon identité francophone, là, ce qui est arrivé. Puis, puis c'est ça, j'ai soif d'Europe. Je dis pas que j'aurais tellement le goût de vivre à Paris, mais j'aimerais ça vivre en Suisse. J'ai toujours rêvé d'être à Genève, là. Vivre à Genève, j'aimerais beaucoup ça. Puis j'ai suivi Amélie Paul pendant son voyage. Puis quand on voyait des magnifiques paysages de Suisse, j'étais comme, ça respire tellement là-bas, genre, ça respire vraiment les paysages, là. C'est comme, on dirait que tu prends une bouffée d'air puis t'es libre, là. Tu sais, je trouve que la Suisse, c'est la liberté pour moi, on dirait. Puis en plus, c'est un pays neutre. Puis j'ai beaucoup de respect pour Genève, puis pour sa posture sur le plan international, là. Mais c'est ça, j'aurais beaucoup aimé être en France. Mais en même temps, je parle du point de vue québécois parce que là, c'est le temps des fêtes nationales. Tu sais, on a eu la fête du Québec, la fête nationale, la Saint-Jean le 24. Après ça, le premier, il y a la fête du Canada qui fait quand même partie de notre histoire, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même notre fête nationale aussi. Puis ensuite, on a la fête des Américains, tu sais. Puis moi, ce temps-ci, on dirait que j'ai plus un feeling d'être comme un gros bloc d'Amérique du Nord.
C'est comme ça que je me sens. C'est comme, excusez, j'ai plein d'idées en même temps. Je pensais aux frontières. Je vais revenir à ça aussi. Parce que je vais essayer de suivre le fil de ma pensée. Parce que parler ça, c'est plus difficile que parler à deux, parce que quand tu parles à deux, il y a un retour, tu sais. Mais là, faut que tu t'enlignes vers Québec quelque part. Mais c'est ça, au niveau des frontières, tu sais, est-ce que justement on est plus québécois? J'ai publié le fameux bout d'Elvis Gratton, là, ce qui dit je suis un Québécois, Canadien, francophone d'Amérique, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est sûr on a cette identité-là qui est très forte, tu sais, d'appartenir au continent nord-américain, à la vie anglo-saxonne, tu sais. On est plus anglo-saxons que les anglo-saxons d'Angleterre, parce que les Anglais d'Angleterre, c'est sûr, sont isolés sur une île. Tu sais, ça en fait un peuple à part quand même, mais je veux dire, sont seuls par rapport à d'autres peuples qui eux aussi sont seuls. Tu sais, les Français sont seuls, les hispanophones sont seuls, etc. Tu sais. Mais par contre, tu sais, les Italiens sont seuls, mais nous, les anglophones sont pas seuls, là. Et on a les Canadiens, on a les Américains, ils sont tous là autour de nous. Nous, on est dans cette mer-là. Puis là, en ce moment, je sens que je belong à ces gens-là, tu sais, vraiment fortement. C'est comme si j'ai une compréhension profonde de mon identité qui dépasse les frontières de jadis, tu sais. C'est comme s'il y a une expansion vers les États-Unis quand même, là, tu sais. Il y a un côté de Trump qui veut nous assimiler, mais il y a un côté de nous aussi. C'est quand même, j'ai ri un peu de la question de Jean-François Lisée qui disait qui colonise qui. D'ailleurs, j'avais de la misère à le prononcer, là, j'avais mes voyelles qui relâchaient comme Mark Carney. Je vais en reparler un peu tantôt de ça, j'ai réfléchi à des choses. Mais c'est ça, je disais colonise ou je sais pas quoi, mais qui colonise qui? Ben, c'est sûr que en étant, tu sais, avec des petites choses quand même comme Martin et Matt à Prime Video, etc. Puis, bon, Crave avec Empathie, puis etc., etc. Tu sais, on s'expansionne aussi à travers les États-Unis en ce moment. Tu sais, on est sur les médias sociaux, ben, on est sur les plateformes internationales, on s'internationalise. Mathieu Bock-Côté, il disait que, bon, on lui disait, il se fait reprocher de pas vraiment être un Québécois, de pas vraiment être assez proche du Québec en ce moment en étant en France pour ben, commenter l'actualité, puis tout ça. Puis il disait, ben, je consomme des livres, des ci, puis je le pensais avant qu'il le dise, je me disais, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être sur place pour connaître quelque chose, parce que moi, j'ai été 3 ans à Toronto, puis je veux dire, j'écoutais les nouvelles au Québec. J'ai jamais été aussi proche du Québec, en fait, que quand j'étais pas au Québec, tu sais. J'avais du recul par rapport à la situation, mais j'étais dans quand même. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme au lieu d'être dedans, c'est pour ça que j'avais appelé ma chaîne vue d'en haut. Parce qu'au lieu d'être dedans, j'étais à l'extérieur du bocal, mais j'étais quand même en train de regarder le bocal, comprenez-vous? Fait que je pense que c'est ça un peu la perspective de Mathieu Bock-Côté, mais au lieu d'avoir la perspective anglo-saxonne, ben il y a la perspective française sur le Québec. Mais je veux dire, avec Internet aujourd'hui, là, t'as plus besoin d'être à quelque part physiquement pour avoir accès à de la culture. C'est sûr que t'as pas accès à plein de choses, tu sais, mais il voyage plusieurs fois par année, etc. Fait qu'il est quand même en contact. Fait que bref, même si on n'est pas aux États-Unis, ben, on est là pareil, tu sais, on est imbibé de Trump à chaque jour, puis on est leurs voisins, là, tu sais, fait qu'ils sont chez nous, on est chez eux. On dirait que la frontière nord-américaine, c'est effrité un peu. Puis on dirait qu'avant les fêtes nationales, j'étais comme pas bien, mais on dirait que là, j'ai comme je sais pas, il y a comme un gros party mix dans ma tête où tout est en train de se blender, genre, puis je suis pas totalement en désaccord avec ça. Puis par rapport à la France, qui vont avoir aussi leur fête nationale le 14 juillet, bah là, il y a un petit recul parce que les Canadiens, les Américains, les Québécois, on est sur le continent nord-américain, puis là, on regarde la France de loin. Puis, je vais vous le dire, ça me fait mal dans mon cœur. C'est même pas une joke que je fais, là. Tu sais, Mathieu Bock-Côté, il disait, permettez-moi de dire que ça fait 400 ans que je suis ici, là, tu sais. Mais c'est un peu la même chose pour moi. Tu sais, c'est parce que ça fait 400 ans qu'on s'est fait crisser là par les Français. Ben, pas 400 ans, mais on s'est fait crisser là par les Français. Tu sais, 1763, 1759. J'ai oublié mon histoire. J'ai eu 97 dans l'histoire de 4, là. Je connais mon histoire. Mais est-ce que, tu sais, j'aime cette comment dire, vivacité,
cette liberté intellectuelle et culturelle des Français par rapport aux Anglo-Saxons qui sont plus dans le business, dans le action, dans le compétition. Tu sais, les Français sont plus dans le plaisir. C'est des Latins, on est plus dans le plaisir, on est plus dans l'intellect, on est plus dans l'art, dans la culture, tu sais. Parce que Mark Carney, il se vantait là, que Bryan Adams, il avait sorti une toune, puis il se vante de la culture canadienne. Mais la culture canadienne, je veux pas être méchante, mais elle n'existe pas, la culture canadienne. C'est la culture anglo-saxonne, nord-américaine. Je veux dire, Bryan Adams, il pourrait être américain, puis ça changerait rien. Comprenez-vous ce que je veux dire? Shania Twain, elle pourrait être américaine, puis ça changerait rien. On peut pas savoir qu'un chanteur est américain ou canadien, là, tu sais. Fait qu'on n'a pas de culture canadienne. OK, il y a quelques émissions humoristiques, bon, parce que c'est relié au gouvernement, mais tu sais, on va se dire ce qu'on voudra, la culture canadienne, ça n'existe pas vraiment. De toute façon, le peuple canadien, c'est le peuple américain, puis le peuple américain, c'est le peuple anglo-saxon. Je veux dire, on reste qu'on est une continuité, ces gens-là. Mais dans tout ce portrait-là, justement, ben, les Français nous ont quand même crissé là, tu sais. Alors, oui, mes racines françaises, oui, mon identité francophone, mais reste que j'étais en amour avec un British, moi, quand j'étais à Toronto. Solidement en amour avec un British, là. Tu sais, il est décédé, puis je m'en suis pas remis. J'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie encore depuis ce temps-là. Dès qu'ils ouvrent la bouche, j'ai envie de les frencher, là. Tu sais, j'étais en amour avec les British, vraiment beaucoup. C'est comme, je vous dis, c'est sexuel, là. Puis quand je dis sexuel, c'est pas dans le sens, j'ai le goût de me reproduire tant que ça, mais c'est dans le sens, c'est de la libido, c'est de l'énergie de vie, il y a une pulsion, tu sais. Il y a une pulsion de vie. Tu sais, il y a comme une énergie, il y a une synergie. Comprenez-vous ce que je veux dire? J'ai des émotions, puis j'ai des pulsions, tu sais, puis je veux dire, j'ai ça. Puis j'ai cette attirance-là, tu sais, d'amour-haine quand même, mais même avec les Ontariens, avec les Canadiens anglais. J'ai plus une relation proche avec les Ontariens. Tu sais, je veux dire, dans un pays, moi, je serais bien, mettons, un pays Québec-Ontario, mettons, là. Je dis ça de même. Je serais pas malheureuse, moi, que l'Alberta puis la Colombie-Britannique s'en aillent, parce que vraiment, ils sont très loin de nous. Mais tu sais, comme là, le premier ministre Carney, il est là, puis il parle des choses en Colombie-Britannique, puis je suis comme, on dirait que pas que ça me touche moins, mais ça me concerne moins, tu sais, c'est comme pas tant de mes affaires, ce qui se passe là, finalement. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, on serait mieux avec un pays genre New York, Montréal, Toronto, tu sais, du nord-est. Donc, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, qu'est-ce qui se passe en Floride, ça me concerne pas tant que ça. Je suis plus concernée par ce qui se passe à Toronto que par ce qui se passe à ben des places, là, finalement. Ottawa, etc., tu sais. J'aime beaucoup l'Ontario, c'est ça, j'ai quelque chose de viscéral avec ces gens-là quand même. Moins peut-être même qu'avec la France, tu sais, la France, c'était comme ma grand-mère, là, tu sais, c'était comme mon grand-père. Je disais des fois qu'il y avait comme la relation parent-enfant avec le Canada, mais c'est ça, la France, c'est les grands-parents, là. C'est pas les parents, c'est les grands-parents qui sont là-bas. Puis, oui, mais j'ai une certaine loyauté, j'ai mon côté loyaliste. J'ai mon côté canadien, tu sais. J'ai mon côté qui dit, ben, j'aime mieux être loyal à du monde qui ont été avec moi pendant 300 ans que, ben, à du monde, dans le fond, qui se sont calissés nous autres, puis qui nous ont laissé tomber, puis là, ils disent, vive le Québec libre. Ouais, mais dans le fond, on dirait que ma relation avec la France est moins proche que ma relation avec les États-Unis en ce moment. Pour ça, je vois Mathieu Bock-Côté qui est là, puis je me dis, ben finalement, je sais pas grand-chose sur la politique américaine, mais à la limite, j'en sais plus que sur la politique française. Tu sais, je les écoutais parler tantôt, puis je connais que dalle à la politique française, là. Tu sais, je sais que les partielles américaines s'en viennent, puis j'ai commencé à regarder des affaires, puis je suis des gens. Tu sais, je suis des congresswomen puis des congressmen, puis je les écoute régulièrement, tu sais. Je suis quand même proche, je me sens plus en fusion, c'est ça, je me sens comme plus proche. C'est un feeling, comprenez-vous ce que je veux dire? Je me sens quand même loin des Européens. Mais il y a une nostalgie. J'ai une nostalgie de la mère patrie, j'ai une nostalgie de l'Europe à l'intérieur de moi. Comprenez-vous ce que je veux dire quand je vous fais toutes sortes d'images comme ça pour vous dire, bah, j'écoute Mathieu Bock-Côté, tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi parce qu'il y a des réflexions identitaires qui sont là. Je suis qui, moi, là-dedans, là, tu sais? Je suis une Québécoise, française, francophone d'Amérique. Ben, je suis une Québécoise affiliée avec une culture anglo-saxonne. Ben, pas, pas de la même manière qu'Éric Duhaime. J'écoutais Éric Duhaime dire ses vœux de bonne fête nationale puis du Canada, puis je trouvais que ça avait l'air d'une résignation, tu sais. Ça m'inspire pas sa position fédéraliste.
Sa position autonomiste, ça vient pas me chercher. J'aime beaucoup Éric Duhem, je le respecte. Il fait partie des gens, peut-être pas de mon top 10, mais il fait quand même partie des personnes, tu sais, je dis top 10, mais top 25. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Il fait partie des personnes, à mon avis, qui est dans le sommet de la discussion, de la conversation sur ce qui se passe au Québec, puis l'avenir, puis qui fait progresser des idées, puis qui met aussi des fois des inhibitions à certaines choses qui vont trop loin, puis avec beaucoup de courage, tu sais. Pardon, je suis mal assise, comme d'habitude. Mais c'est ça, il y a beaucoup de courage, puis il est capable de tenir tête à bien des gens, là, tu sais. Mathieu Bock-Côté, c'est un champion à ça, il tient tête à n'importe qui, ce gars-là. Mais c'est ça, il y a tellement une énergie, il y a tellement une énergie expansive, Mathieu Bock-Côté. Tu sais, c'est impossible de... Je veux dire, c'est impossible de... Tu sais, j'imaginais, mettons, moi, est-ce que je serais capable d'interviewer Mathieu Bock-Côté? Je pense que je me ferais écraser, tu sais, je poserais des questions, je me sentirais tout petite à côté de lui, mais Villemur, il était même un peu aussi, il avait l'air petit à côté de lui. J'ai quand même une certaine humilité par rapport à Mathieu Bock-Côté. Des fois, il ramasse le monde, puis je me sens dans la gang qui ramasse. Je me dis, je suis là-dedans, moi, je me fais-tu ramasser par Mathieu Bock-Côté à ce point-là? Mais je déteste pas ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? Parce que c'est loyal, parce que c'est franc, parce qu'il dit ce qu'il pense, puis même si ça froisse, ben, ça fait réfléchir, puis ça fait se repositionner, puis j'ai vraiment du respect pour les gens francs, moi, puis les gens qui ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, puis il y en a tellement peu, il y en a tellement peu de ces gens-là, comme lui, c'est quasiment un oiseau rare, comprenez-vous, c'est une race en voie d'extinction, Mathieu Bock-Côté, là, tu sais. Puis je le comprends quand il parle des gens du Québec, tu sais, qui sont les porteurs, en fait, du projet souverainiste, c'est les francophones. Mais par contre, je suis pas d'accord avec lui. Je suis pas d'accord avec lui parce que si tu prends justement, on dirait qu'il y a un déni là, de part et d'autre entre les Oui Québec puis le mouvement, le noyau plus souple là, de la souveraineté là. Tu sais, pour moi, c'est toute la même gang là, tu sais, mais Mathieu Bock côté il est en déni qu'il y a des nouveaux arrivants qui sont plus souverainistes que des Québécois de souche, là, tu sais. Il y a des francophones du Saguenay puis de Montréal, là, qui sont moins souverainistes que Rubas-Gazal en ce moment, là. Fait que c'est pas vrai que les porteurs du projet souverainiste, c'est juste des Québécois de souche, blancs, francophones, comme lui puis moi, tu sais, aux yeux verts puis tout ça. Et parlant d'yeux verts, je regarde tout le temps les petites vidéos d'Amélie Paul qui sont pas très longues, puis ça me manque quand même, Amélie, pas ce qu'elle avait à dire, là, tu sais, je l'écoute un peu, mais c'est comme, tu peux pas nous en dire plus un peu, il me semble qu'on a soif de t'entendre parler de plein d'affaires, tu sais, je m'ennuie d'elle. Je suis contente qu'elle soit revenue. Je l'aime beaucoup, Amélie Paul, aussi. Une fille que je trouve super intelligente. Je trouve que pendant un temps, ces espèces de capsules, là, où est-ce qu'elle était comédienne un peu, là, étaient un peu ridicules, là, tu sais, dans le sens que là, depuis 2, 3 jours, je trouve qu'elle est plus dedans. J'en sens plus dedans. Peut-être à cause qu'elle est revenue au Québec, je sais pas. Mais ces dernières vidéos sur Facebook, je les ai beaucoup aimées, puis celui d'aujourd'hui particulièrement. Moi, j'ai des yeux verts. Je suis quand même contente d'avoir les yeux verts parce que c'est la couleur d'yeux qui est la plus rare, là. Puis, mais Amélie Paul, j'ai étudié à Annie Villeneuve. Des fois, j'ai des fils se touchent, OK? Mais Amélie Paul, c'est de bien elle qu'on parle, là. Va falloir que je réécoute ça. Je me réécoute après parce que je sais que des fois, je dis des affaires, puis je me dis, j'ai-tu vraiment dit ça? J'ai Alzheimer à mes jours aussi. Mais, euh, mais Amélie Paul, elle a les plus beaux yeux du Québec, à mon avis, cette fille-là. Elle a des yeux hallucinants. Elle a des yeux hallucinants, d'une lucidité, d'une clarté, genre. Elle a les yeux d'une clarté. Puis elle résonne comme un enfant de 5 ans. C'est-à-dire, ce qui est bleu est bleu, puis ce qui est rouge est rouge, là. Tu sais, je veux dire, elle résonne comme un enfant dans le sens, elle a une pureté dans sa façon de voir les choses que je trouve d'une franchise aussi déconcertante. Mais par contre, elle est inégale. Elle est inégale. Des fois, elle fait des affaires que j'adore, puis des fois, elle fait des affaires que j'aime moins. Mais la personne en tant que telle, je trouve qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur, cette fille-là, vraiment pas. Puis j'aimerais ça qu'elle nous propose autre chose, là, comme ce qu'elle faisait, là. Tu sais, c'est vérité brutale, mais avant, surtout ce qu'elle a fait avant au début de la pandémie, là. Elle était quand même très influente, cette fille-là. Puis, parce que moi, je l'adore, Amélie Paul. Puis, comme je vous dis, je la suis. Puis, elle est revenue au Québec. Puis, j'ai écrit sur son Facebook. euh, c'est une drop avec la Suisse. Tu sais, je veux pas dire qu'on n'est pas bien au Québec, puis qu'on n'est pas gentil, puis qu'on n'est pas beau, puis qu'on n'est pas fin. Mais, il me semble que je prendrais l'air des montagnes de la Suisse, là. Il me semble que je m'en irais dans les Alpes en ce moment. C'est là que j'ai le goût d'être, là, tu sais.
Je lance ça de même, mais je sais bien qu'il faut pas croire au... Bon, après ça, il y avait les questions de souveraineté, là, tu sais. Moi, je veux pas être la rabat-joie puis me faire traiter par Mathieu Bock-Côté de fille qui détruit le projet souverainiste, là. C'est pas ça l'idée, là, tu sais. Moi, si les Québécois veulent un pays, je l'ai dit. Si c'est ça leur objectif, puis c'est ça qu'ils veulent, je vais être la première à voter oui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je vais voter oui si vous voulez un pays. Mais genre, soyez sérieux dans votre style de pays, tu sais. Il y avait aujourd'hui Martineau qui écrivait, là, tu sais, que dans le Journal de Québec ou Journal de Montréal, là, ben, que finalement, le référendum, c'était pas une potion magique, tu sais. En voulant dire, bah, qu'est-ce qu'on va être? Il y a une anxiété, mais là, c'est ça, il faut comprendre un peu aussi. Tu sais, il y a des traits idéologiques dans les mouvements politiques en ce moment, mais il y a des traits psychologiques aussi, là. Tu sais, ça va plus loin que ça. On a une gauche qui est très anxieuse en ce moment. C'est la gauche universitaire, c'est la gauche très anxieuse. Tu sais, il y a beaucoup de choses, beaucoup intellectuelles. Je lisais Alexandre Dumas, que Catherine Dorion m'a fait découvrir ces derniers temps. Euh, il est beaucoup dans la tête. Il est beaucoup, beaucoup dans la tête. C'est ça. Il y a une gauche anxieuse, puis je sais plus pourquoi je vous disais ça. Je me suis perdue dans mon idée qu'il allait quand même quelque part, là, mais c'est ça. Que la souveraineté, c'est pas une potion magique. Tu sais, au sens. Il disait. J'aimais bien sa métaphore. Il est quand même bon sur les métaphores, Richard Martineau. Il disait moi, quand je voulais partir de chez nous, là, j'avais pas tout un plan déjà tout tracé d'avance. Je voulais partir de chez nous, puis après ça, ben, genre, j'allais m'arranger avec mes troubles, autrement dit. Je comprends son point, tu sais, genre je déménage puis je m'achèterais des meubles rendus là. Bon, moi je suis un peu entre les deux là. J'ai fait un bout de chemin par rapport à ce que Mathieu Bock-Côté disait aussi dans son entrevue à Villemur. Il disait qu'il y avait une partie des Québécois qui était du non, mais le non de gens qui n'ont pas que ça me tente pas d'en parler en ce moment là, genre je veux pas en parler, tu sais. J'étais un peu dans cette position-là. Puis là, je suis comme OK, on en parle. OK, vous voulez le faire, vous voulez faire vos valises. Vous voulez vous pratiquer à faire des bois, vous voulez partir, vous voulez déménager, vous voulez pas avoir tout le chemin tracé d'avance. Ok, je comprends l'idée de ce que les gens veulent. Bon. Mathieu Bock-Côté, il disait que PSPP était brillant, puis tout ça. Il a dit extrêmement brillant. Il est pas extrêmement brillant, PSPP. Il est, il a des qualités, il a des qualités de cœur, de courage, d'intégrité. Il y a des qualités de, il y a une noblesse, il y a quelque chose de l'essence française, franco-canadienne. Mais aussi, il est hybride, il est international quand même, il a voyagé. Il y a quelque chose d'unique quand même. Il porte quelque chose de grand, mais ça va au-delà de son intelligence. C'est ça, je veux dire. C'est pas, je veux dire qu'il est pas intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas cette caractéristique-là qui ressort de lui, à mon avis, comme Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, son intelligence, c'est comme un joyau, genre, c'est comme un diamant, là. Tu sais, c'est aïe, aïe, ce gars-là, il est crissement plus intelligent que la moyenne des ours, là. PSPP, bah, il est comme moi, là, tu sais, comme l'autre, puis je veux dire, il est pas capable d'avoir un discours de même articulé, puis de manipuler des idées aussi vite puis aussi facilement, tu sais. Il y a des enjeux, là, tu sais. C'est comme, mettons, un étudiant de PEI que j'avais dans ma classe. Je pensais à lui l'autre fois parce que j'ai rêvé à cet étudiant-là, puis je me suis dit, c'est un déplacement de PSPP. C'était un de mes étudiants que j'avais dans une classe de PEI qui est allé étudier en droit. Puis il y avait une personnalité très, très particulière. Il parlait beaucoup en classe, il participait beaucoup, puis il était très intéressé par la poésie, puis par plein d'affaires, puis il est devenu avocat, puis je suis c'est un excellent avocat. Mais c'était pas un juge ou un psychiatre, comprenez-vous? Mais c'est ce qui fait que PSPP aussi, c'est un gars humble, puis c'est un gars qui est plus rassembleur, parce qu'il n'y a pas juste l'intellect qui est important. Tu sais, il y a le cœur aussi, les valeurs. Tu sais, alors moi, c'est ça que j'admire de PSPP. Il y a des belles valeurs, puis j'ai appris à le connaître, puis j'ai appris à l'aimer. J'apprends à lui faire confiance tranquillement, pas vite. J'apprends à lui faire confiance. OK? J'ai trouvé d'ailleurs que Rémi Villemur, à un moment donné, il a posé une question là, sur. Parce qu'il parlait des médias qui salissent PSPP, tu sais. Puis comme je vous dis, je me dis tout le temps, je suis en train de me faire ramasser. Mais moi, je dis la part des choses, là. J'ai pas une loyauté, comment je pourrais dire?
Tu sais, je dirais pas tout le temps que PSPP fait pas d'erreur. Je comprends les conséquences de ça, là, tu sais. Je comprends les conséquences de ça, mais à un moment donné, à un moment donné, il faut faire la part des choses aussi. PSPP, c'est pas Dieu, là. Puis c'est pas parce que c'est lui qui porte le projet de souveraineté que tout ce qu'il dit, c'est extraordinaire, tu sais. Tout ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Des fois, Mathieu Bock-Côté, il a dit des conneries, il m'a déçu. Il était des fois pas toujours à la hauteur. Puis, c'est ça. Mais je comprends que Mathieu Bock-Côté, lui, il va garder le discours de maintenir son leader, puis de protéger son leader, parce que ben, c'est lui le leader, puis il faut le protéger. Puis je le comprends, sa posture. Je comprends sa posture. Mais pour ma part, il faut que ça soit senti. Tu sais. Faut pas que ça soit stratégique. Moi, si tu veux que je te fasse confiance, faut que tu viennes me chercher émotionnellement. Tu me convaincs que tu es trop stable, tu me convaincs que tes valeurs sont nobles, tu me convaincs que tu es capable de partir de fucking nothing pour monter de quoi. Je suis en train de lire son livre, là. Rebâtir le camp du oui. Euh, Ça pourrait vraiment peut-être surprendre les gens. Je suis d'accord. Peut-être ça pourrait être surprenant. Là, je vais me moucher, mais je peux pas arrêter la vidéo parce que j'enregistre, je suis en ligne. C'est ça que je voulais dire, je suis en ligne. Ce sera pas long, ok? Je suis obligée de moucher devant vous. Excusez. C'est très bonne franquette. Mais c'est ça. Ça pourrait surprendre le projet souverainiste. Mais je suis un peu d'accord avec le Oui Québec. C'est pas assez inclusif. Tu sais, il n'y a pas une vision assez grande. Tu sais, il n'y a pas une vision assez grande. Mais par contre, je suis d'accord on a accepté trop facilement plein d'immigrants sans être capable de les intégrer. Puis là, on se ramasse avec un bordel. On a comme une surabondance de neurotransmetteurs puis pas assez de récepteurs pour les recevoir. Fait que là, on est en excès de dopamine puis ça crée un déséquilibre dans le système de neurotransmission, là. Les messages passent plus, là. Ça marche plus au niveau cérébral, OK? Fait que, bon, comme je vous dis, moi, je sais pas l'avenir non plus, là. Puis, je veux dire, on sait pas ce qui va se passer. Peut-être que le référendum, là, il posait la question, ça va être quand le référendum? Le PQ, il est assez clair avec ça que ça allait être dans 3 ans, là, à la troisième année du premier mandat. Il peut pas faire ça la première puis deuxième année, là. Faut qu'il fasse ça le plus tard possible. Faut qu'il bâtisse son projet, là, tu sais. Bon. Après, bon, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que justement, je veux pas être la rabat-joie du projet souverainiste, puis je veux pas donner toutes mes idées d'un seul coup. Puis comment je pourrais dire? Pas donner mes idées gratuitement, là, mais c'est ça, je donne mes idées tout le temps gratuitement. Puis j'ai mon idée aussi sur la question, là. Excusez, je regarde mes feuilles, mais c'est rien, mes feuilles, là. C'est vraiment des notes très, très broches à foin, là. Parce que j'essaie de me concentrer en ce moment. Bon. En tout cas, je réfléchis. Je réfléchis, je vous avais dit que je prendrais l'été pour réfléchir à la souveraineté. J'ai pas encore commencé à lire le livre bleu officiellement, mais je m'étais dit que je pourrais lire genre 10 pages par jour à peu près. Parce que je veux l'intégrer, je veux pas juste le lire vite. Je veux le lire comme il faut, puis réfléchir en même temps que je le lis. Mais tu sais, pour moi, l'important, c'est de faire un référendum réussi. Puis, je trouve que tout le monde est un peu pathétique en ce moment avec la dernière chance. Tu sais, c'est comme on a Mark Carney de côté qui est là, ça vaut la peine de se battre pour le Canada, tu sais, puis c'est comme, il voit que son pays est parti à la dérive, puis il a comme l'air d'un gars qui est en phase terminale aussi, puis qui va mourir bientôt, mais qui est comme, ça vaut la peine de se battre, tu sais, genre, leave it, là, tu sais, leave it, là, it's fucking falling apart, this country, là. Tu sais, faut être fucking réalistique à un moment donné, là. Puis là, on a comme notre référendum de la dernière chance, là, tu sais, ça me tape ses nerfs aussi, ça. Moi, c'est comme, on veut un pays, peut-être, mais moi, je tiens à l'identité francophone, plus qu'au référendum. L'intégration des nouveaux arrivants, c'est important. Puis si on veut un référendum gagnant, on a besoin des nouveaux arrivants, puis ça pourrait juste prendre vraiment plus de temps qu'on pensait. C'est ce que je pense. Faut être patient. On fera pas 4 référendums, là. Peut-être que ça pourra prendre plus de temps qu'on pensait. Là, j'étais un peu là aujourd'hui parce que je réfléchis à chaque jour. C'est pas que je change d'idée, mais c'est que ça évolue la pensée à un moment donné. Tu réfléchis, t'intègres des points de vue, puis à un moment donné, tu te dis, tu sais, Mathieu Bock-Côté disait 30%, il y a une portion. Mais tu sais, c'est parce que on était à 49. Puis là, on est à 30. Je veux croire qu'il y a une portion de Québécois comme moi
OK, qui voulait pas se faire déranger avec ça, qui accepte un peu de réfléchir puis de dire, ben, OK, dans l'éventualité où vous m'obligerez à voter, genre, je vais voter oui. J'ai pas le choix. Je veux dire, j'ai pas le choix d'accepter le destin d'un peuple. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme le destin des Américains. Ils sont devenus indépendants. Martineau, il en parlait aussi dans son article. J'ai vraiment beaucoup aimé le leadership de Martineau aujourd'hui. Tu sais, à un moment donné, c'est le destin d'un peuple, là. Tu sais, le Canada peut pas empêcher un peuple de suivre sa destinée à un moment donné. Faut qu'il se résigne aussi. C'est lui, là, qu'il faut qu'il se résigne. Mais si on veut rassembler les gens qui est à l'extrême centre, moi, je suis à l'extrême centre. OK, si on veut rassembler les gens à l'extrême centre, OK, oui, je veux dire, faut convaincre les gens de la gauche, de la droite, mais au final, pour convaincre ces gens-là, faut quand même être dans le milieu, parce que si on est à droite, on n'ira pas chercher les gens de la gauche. Faut comme accepter les points de vue de chacun. Ben, peut-être qu'il va falloir les québéciser. J'aime beaucoup québéciser, plus que franciser, en fait. Mais il va falloir franciser les nouveaux arrivants. Il va falloir les intégrer à la culture québécoise. Puis moi, mon chantier, mon défi, c'est là que je le vois. Plus que de préparer un référendum. Tu sais, faut intégrer les gens à notre culture, faut les intéresser à notre culture, faut leur parler, etc. Comprenez-vous? Bon, là, quand on dit faut, ça a l'air un peu d'une obligation un peu plate, mais tu sais, faut donner de la place à Ruba Gazal parce que c'est elle qui lead le projet de ce côté-là. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est elle la leader des nouveaux arrivants en matière de souveraineté. Puis après, ben, il faudra tenir compte de la position des Autochtones aussi, là. Tu sais, les Autochtones de l'Alberta, ils en veulent pas de la souveraineté. Ben, si nous autres, nos Autochtones, ils en veulent pas non plus de la souveraineté, on va faire quoi? On va les forcer? On va leur adopter la souveraineté sous bâillon aux Autochtones? Je suis pas tant sûre que ça. J'aimerais bien avoir leur opinion. C'est peut-être pour ça là, que PSPP, ils n'ont pas publié leur chapitre parce qu'ils veulent être stratégiques. Ils voulaient pas que les Autochtones disent vraiment ce qu'ils pensent. Je sais pas. Comme je vous dis, moi, je vais me rallier au projet de pays. Mais, moi, si c'était moi, le boss, ben, on élargirait la francophonie, on serait en expansion. On coloniserait les États-Unis. Un peu comme Jean-François Lisée, il voit, peut-être. Mais avec une très, très forte identité, pas dans un but dans un but d'expansion, pas dans un but de OK, on va mourir si on fait pas la souveraineté. Je suis pas dans cette philosophie-là. Mais ceci dit, je dis pas que c'est pas le cas non plus. Je dis pas que c'est pas le cas de notre peuple de devenir un pays. Ben, je suis sûrement pas contre ça, là. Sûrement pas contre ça. Bon, je pense que ça fait quand même un bout de temps que je vous parle, mais j'avais pris des petites notes aujourd'hui parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. En fait, je dis que ça fait un bout de temps que je vous parle, mais j'avais beaucoup de choses j'avais beaucoup de choses en tête aujourd'hui. Bon, je voulais vous parler de Christine Fréchette. C'est drôle parce que quand à l'intérieur s'est présenté dans Sanguinet, là, Facebook il arrêtait pas de me le mettre sur mon fil. Puis la première fois qu'il me l'a mis, je me suis dit, OK, il faudrait que j'en parle dans le métal journal parce que quand même, à l'intérieur contre Christine Fréchette, ça va être quelque chose. Puis là, j'en ai pas parlé, je l'ai comme oublié. Tu sais, j'avais d'autres priorités. Puis là, ça m'est revenu sur mon fil. Puis là, je dis, OK, il faudrait que j'en parle. Puis là, c'était comme, j'ai encore oublié. Puis là, après 3 fois, ben, c'était comme plus d'actualité. Fait que je me suis dit, bon, tant pis. Mais finalement, j'ai dit, bon, ça m'a trop titillé d'en parler, je vais le dire, je vais en parler un peu, tu sais. Fait que je l'ai nommé, puis là, il était question que Christine Fréchette allait se présenter contre lui, là. Il y avait Charles Millard et son équipe aujourd'hui, là, qui mettaient un extrait vidéo de quand t'as dit oui, 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 je vais me présenter, je vais bien me présenter dans Sanguinet. Je vous l'annonce d'ailleurs, elle en mettait plus que le client demandait, plus qu'il fallait, là. Puis là, aujourd'hui, le PQ et les libéraux, OK, reprochent à Christine Fréchette d'aller se présenter dans Trois-Rivières. Elle écrit dans son mot, ben, c'est pas que je veux me sauver, c'est plutôt que je veux rentrer chez moi. Je sais pas si je vais commenter là-dessus en tant que tel. Je sais pas si c'est un mensonge de Christine Fréchette, si c'est une stratégie pour garder les deux dans le gouvernement, parce qu'on veut avoir à l'intérieur puis on veut avoir Christine Fréchette au gouvernement, fait qu'on veut pas les mettre contre. Mais qui décide? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu ça, là. Tu sais, j'en viens souvent aux lectures alternatives, là. Tu sais, c'est un peu Stéphane Bureau qui a validé ma compréhension des choses. C'est pas qu'il m'a appris ben, il m'a appris des choses factuelles, mais je veux dire, il m'a surtout appris à reconnaître ce que j'avais compris par moi-même, hein.
Mais c'est ça, j'ai quand même une lecture alternative de tout ça, là. Tu sais, toutes les influences par en dessous, puis comment ça se passe exactement, on sait pas trop. Tu sais, pourquoi c'est présenté là, puis pourquoi c'était, quand est-ce que la décision s'est prise. Tu sais, peut-être que la décision était déjà prise, puis elle a juste annoncé qu'elle se présentait encore dans Sanguinet pour pas, parce que c'était pas officiel, puis elle voulait pas vendre la peau de l'ours, puis elle pouvait pas le dire avant que ça soit fait, là, comprenez-vous? Mais je trouve ça cheap shot des libéraux puis du PQ aujourd'hui de comme s'attaquer à Christine Fréchette, à sa parole qu'elle allait dit qu'elle allait se présenter. Bon, puis à un moment donné, ça, c'est un changement d'idée. C'est pas comme, je veux dire, c'est pas comme promettre que je vais te donner 20 millions puis je te le donne pas, là, tu sais. Là, on dit, bah, si son bilan dans sa Guinée avait été bon, elle se serait présentée quand même. Bon. Je vous l'ai dit, ce que je pense un peu de Christine Fréchette, là, c'est une grande ballerine qui danse, mais c'est pas elle qui orchestre vraiment, là. C'est pas elle qui joue la musique, c'est pas elle qui a fait de la choré, puis c'est tout ça, là. Tu sais. Mais j'ai comme tendance à, comment je pourrais dire, pas à la déculpabiliser elle, là, mais à comme penser que c'est une histoire d'un parti, là. C'est pas juste elle qui est responsable de toute cette affaire-là, tu sais, à mon sens, à moi. En tout cas, elle va se présenter à Trois-Rivières, puis je suis bien contente pour elle si elle gagne quand même. Bon, de là à savoir si elle va être élue premier ministre, première ministre. Bon, faut voir. J'ai trouvé qu'à l'intérieur, il était cheap shot aujourd'hui. Comprenez-vous ce que je veux dire? Pour moi, l'attitude, c'est un peu important, là. Tu sais, au niveau du leadership, moi, si tu donnes des coups en bas de la ceinture, j'aime moins ça. Tu sais. J'aime beaucoup Carney parce que Carney, il est très noble là-dedans. Puis c'est à ça que je pensais aujourd'hui parce que j'ai peut-être des plombs délirants sur ma page Facebook là, depuis 2 jours. Puis surtout envers les États-Unis, là. D'ailleurs, vous y voir mes posts, ça vous tente, là. Mais tu sais, je trouve tellement que Trump, c'est un mauvais leader. C'est juste pas un bon leader, ce gars-là. Il est comme. Il est comme. Il boude, tu sais, il est tellement immature. Il est tellement immature pour diriger un pays. Comment un gars de même peut avoir des fusils dans les mains, là? Comment un gars de même peut diriger une armée, genre, comment un gars de même peut publier ce qu'il a publié aujourd'hui, là, en parlant de ses détracteurs, là, les TDS, là, tu sais. Là, OK, il va y soigner, là. Hey, le grand, là. Tu sais, prends ton gaz égal avec ta mégalomanie, là, à un moment donné, là, tu sais. Moi, je serais genre Carney for President of North America, là. Moi, c'est ça en ce moment pour moi. Dans toute l'Amérique du Nord, OK, j'ai l'air d'une fille qui exclut le Mexique, là, mais d'une certaine façon, c'est pas que je l'exclus, mais c'est que c'est un bloc auquel je m'identifie moins pour le moment, là. Mais dans tout le bloc anglo-saxon dont on fait quand même partie, là, les Québécois, ben, je m'identifie quand même plus à Carney comme leader parce que j'aime son style de leadership. Toujours un style de leadership positif, 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 positif. Il tire par en avant, il tire par en avant, il tire par en haut, il tire par en haut, il tire par en haut. Je le trouvais hallucinant, là. Fait que Chamia, puis à l'intérieur, puis non, je trouve ça cheap shot. Christine Fréchette, elle tire par en haut aussi quand même. Fait que rien n'est décidé, hein, dans toutes ces grandes questions sur l'avenir. Mais bon, Christine Fréchette, c'est une ancienne du PQ, là. Fait que, tu sais, les forces sous-jacentes, les SS, les forces sous-jacentes, d'après moi, veulent avoir Christine Fréchette quand même, là, au gouvernement. Ah, il y a plein d'autres choses dont je voulais parler, mais finalement, je vais peut-être pas en parler. Des choses, j'ai parlé comme un peu spontanément, là, mais je voulais vous parler de Boucard Diouf parce qu'hier, je vous ai parlé du français de Mark Carney. Bon, on était dans Mark Carney. OK, mais comment je pourrais dire? Pour moi, apprendre une langue, c'est un jeu. Apprendre une langue, c'est ludique, c'est amusant, c'est le fun. Puis il faut que ça soit le fun. Si ça vient lourd, puis tout, c'est plat. Comprenez-vous? Fait que quand j'ai parlé du français de Mark Carney hier, c'est aujourd'hui, on dirait que je parlais à Mathieu Bock-Côté, de à Mathieu Bock-Côté. Mais hier, je parlais comme de à Mark Carney. Puis, euh, je parlais de ses voyelles, tu sais. Je l'écoutais encore aujourd'hui. J'avais le goût de prendre des notes, tu sais. C'est un peu un jeu, comprenez-vous? C'est un jeu. Mais il faut pas que ça vienne sérieux. Puis, ben, c'est encore Boucard Diouf qui a raison. Boucard Diouf aussi, il fait Bicard Diouf. C'est moi qui a des problèmes de voyelles. Boucard Diouf, il fait partie de mes favoris aussi, là. Du top 10 des favoris des intellectuels du Québec, là.
Voulez-vous qu'on aille le voir, son vidéo? Je vais faire share. Je vais me mettre dans le petit coin. Ça prend toujours quand même un certain temps faire un share, là. OK. Donc, là, j'ai ma page Facebook. Je vais aller voir. OK, il faut que j'aille cliquer ici. Il y a Céline Dion qui sortait sa nouvelle chanson. Aujourd'hui, on a entendu un extrait. Je sais pas si elle est sortie en ce moment. On pourra aller voir. Bon, mes posts, regardez. J'ai mis Donald Trump. Donald Trump qui a raté sa vie de président. Il aurait voulu être médecin, pauvre petit. Il fait vraiment pitié. Bon, OK, alors il est là, notre ami Boucard. Je pense que j'ai pas fait share song. Il faut que je fasse share song. Différents accents au Excusez. lieu de mettre l'accent sur nos différents. C'est bon ça? En fait, on devrait dire célébrons nos différents accents au lieu de mettre l'accent sur nos différents. C'est bon ça? Si l'autre a un accent aigu, ce n'est pas grave. Lui et ses pères viennent d'outre-mer, mais nous sommes tous frères puisque nous partageons la même grand-mère pour nous raconter des histoires. Voilà. Bon, Pour moi, c'est ça. ben oui, pour Il faut prôner le Québec métissé. Oui, oui, on est Mais des c'est serré, c'est quand même- Les gens qu'on a vu afficher des banderoles. banderoles en Là, disant j'ai vraiment pas la bosse technique. Mais j'aurais peut-être pu le laisser aller, hein, parce que j'aurais pu lui donner le mot de la fin. C'était pour dire, tu sais, j'ai parlé du français de Carney, mais c'est un prétexte pour parler de français, puis c'est un prétexte pour parler de la langue, puis de la phonétique, puis de la linguistique, puis des choses que j'aime, puis qui me fascinent, puis qui me passionnent aussi. Mais c'est en aucun cas comme une critique, comment je pourrais dire, de taper sur les doigts, là. Tu sais, je l'ai dit, je le trouve vraiment beau puis charismatique, McCartney. Peut-être s'il était différent, ça serait moins naturel puis ça serait moins beau. Alors, je me rallie au chef de la tribu. Je me rallie au chef de la tribu, Boucar Diouf. C'est dur de faire mieux Boucar Diouf, là, dans la vie, sérieusement, là. Lui, il a une sagesse très, très profonde. Bon, est-ce que je laisse un dernier mot à Mathieu Bocoté ou je vous parle d'une autre chose? Je laisse un peu à Mathieu Bocoté, à Boucar Diouf. Il y avait une autre chose dont je voulais vous parler aussi, en terminant. Mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puis au pire, je vous en reparlerai demain parce que... ou pas. C'est un article que j'avais lu dans le Devoir. On va aller chercher, OK? Je vais partager encore mon écran. C'est à cause de... Hier, je me suis fait couper, là, parce que j'ai mis des extraits du pudding à l'arsenic, puis de Cléopâtre qui dit «Mon goûteur, que l'on appelle mon goûteur». Puis c'était comme mon intro d'émission, tu sais. Puis là, ben, j'ai comme pas pu vraiment le laisser parce que ça a été réclamé. Puis là, mon vidéo, il était bloqué. Puis là, il a fallu que je le coupe. Puis là, c'est un peu plate parce que il y avait quand même une logique dans mon affaire. Fait que j'ai trouvé ça triste de devoir couper mon vidéo. Fait que là, on dirait que plus ça va, moins j'ai le goût de partager des choses que les autres font. Un peu dans un style universitaire, là, tu sais, genre partager les articles, montrer tout ça, pédagogique, pas universitaire, mais un style prof un peu pédagogique. Ben, c'est ça. C'est un article d'un psychiatre qui parle en lien avec les événements qui se sont produits à Montréal, là, la fusillade, puis la haine et des choses comme ça. Et ben, c'est sage aussi son article. J'ai pas toujours comment je pourrais dire, d'affinité avec les psychiatres, là, tu sais, mais dans la vie, il y a des gens qu'on aime, puis il y a des gens qu'on aime moins. Il y a des gens bons dans tous les domaines, il y a des gens intéressants dans tous les domaines. Il y a des gens à droite qui sont extraordinaires, il y a des gens à gauche qui sont extraordinaires, puis il y en a d'autres qui sont médiocres dans tous les domaines, dans toutes les sphères du monde entier. Mais j'ai bien aimé ce psychiatre-là. J'ai trouvé qu'il avait bien du bon sens. Mais je pourrais au moins juste vous dire son nom sans partager mon écran. Allez vous dire, attendez, j'ai mon crayon dans les mains là. Lettre, psychiatre, devoir. Ça s'appelle. Bon, je le trouverai pas, je te gage, là. Il y avait un nom étranger, c'est pour ça que je voudrais pas le prononcer, là. Je l'avais laissé, puis j'ai tout fermé mes onglets. J'ai voulu faire un coup vite le devoir, le psychiatre. Bon, OK. Ça fait exprès, là. Parce que si je veux chercher dans le devoir,
Excusez, je le fais quand même. J'aurais aimé ça finir avec Cardiouf, mais c'est ça, j'ai pas prévu toutes mes affaires. Puis quand je cherche dans le moteur de recherche du devoir, je trouve jamais ce que je veux. Je vais aller dans Opinion chronique, voir. Opinion, libre opinion, mettons. Je vais-tu le trouver? Voter avec sa calculatrice. Le scrutin minoritaire. Euh, bon. Des aides, comment comprendre la Chine? Bon, je le trouve plus, c'est vraiment plate. J'avais comme l'intention d'en parler. C'était vraiment une belle lettre d'opinion. OK. Je vais aller chercher dans mon autre navigateur pour le fun. Ah, je trouve ça vraiment plate là, de ne pas être préparé puis de niaiser de même. Lettre d'opinion. Fusillade. Psychiatre. Le devoir. Après la fusillade dans le Côte-des-Neiges, continue sans accepter parce que je sais pas, le pouvoir traumatisant des images. Non, c'est pas ça. Voyons, il est-tu disparu l'article ou quoi? Ça finit mal, là. Je vais toujours aller à mon historique, excusez. Je vais aller à mon historique, OK? Là, je fais tout ça en ligne. C'est à cause que je me rappelais plus sur quel navigateur, parce que des fois, la couleur, la douleur des incels, bon, je l'ai trouvé dans l'historique. J'aurais dû aller à l'historique tout de suite. Ben, rendu là, je vais le partager, OK? Parce que je me suis entêtée, là, à le chercher. Share. Bon, j'ai pas mis mon écran au complet. Je vais mettre au complet, là. Voyons, on le voit pas. La rage identitaire, le piège identitaire de la rage incel. Notre époque produit de plus en plus de solitude, la douleur est réelle, l'injustice, elle, est construite. Ok, je vais pas vous le résumer parce que je l'ai lu une fois hier soir, puis j'ai pas nécessairement pris des notes ou quoi que ce soit, mais je voulais juste vous dire que cet article-là, il était quand même très humain, très, très intéressant. Je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans l'article, mais il reste que je trouve que c'est un bon article, instructif et intéressant, qui a de la substance, des nutriments essentiels et tout ce qui est nécessaire pour ben, se faire notre propre idée, comprenez? Se faire notre propre idée, réfléchir, puis aussi ressentir les bonnes choses, hein, parce que au final, c'est ça, hein, on est un peuple latin. Faut pas l'oublier non plus, on est des latins. Tu sais, on reste qu'il faut être dans notre cœur. Moi, si j'ai un message à transmettre à PSPP, là, parce que des fois, je me dis, on sait jamais quand est-ce qu'on peut mourir, mais ça serait ça. Va au bout de toi-même. Va au bout de toi-même. Mais en même temps, je me lance le message. C'est comme quand je parle à Mathieu Bocoté, puis je dis attention à ta santé. Je me dis attention à ma santé en même temps. Parce qu'au final, vous, c'est moi et moi, c'est vous. Hein? OK, tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.